Tous les mercredis de 18h à 19h, c'est le Mercure Football Club. Allez, 18h sur Radio Mercure, c'est l'heure de retrouver votre rendez-vous footballistique hebdomadaire, le Mercure Football Club, qui fait sa rentrée pour cette année 2025 et une rentrée en fanfare, j'ai envie de dire, puisque nous recevons ce soir un invité exceptionnel, Mohamed Mbougarsar. Vous nous faites l'honneur d'être avec nous pour initier cette nouvelle année sur les ondes de Radio Mercure et au Mercure Football Club. Merci beaucoup d'être parmi nous et bonsoir. Merci beaucoup, bonsoir Alexandre et bonsoir à toute l'équipe du Mercure Football Club et aux auditeurs et auditrices. Très heureux, vraiment d'être là et de commencer l'année comme ça. Plaisir partagé. On le doit à Maxime qui a initié cette rencontre. Si quand même on peut te rendre honneur, Maxime, c'est grâce à toi qu'on a cet invité. Salut Maxime. Salut Alexandre, bonsoir à tout le monde, bonsoir à toutes et à tous. Et puis effectivement, merci à Mohamed d'avoir accepté chaleureusement en plus cette invitation parmi nous ce soir. Donc ça fait très plaisir alors déjà de le revoir après de longues années, puisqu'on s'est croisés simplement lors de nos études. Donc déjà il y a un côté nostalgique en quelque sorte. On ne dira pas en quel siècle. Non, voilà, pas besoin de rentrer dans ce genre de détails, mais voilà, ça fait très plaisir. Et puis de savoir qu'il est fan de foot et qu'il va pouvoir partager cette passion avec nous pendant une heure, c'est forcément un grand moment pour l'émission. Eh ouais, Mika est également de la partie. Salut Mika, meilleurs vœux à toi. Ouais, bonsoir tout le monde, meilleurs vœux à tous et bonsoir à Mohamed et merci pour d'être venu chez nous. Et Nassim est également de la partie. Salut Nassim. Ouais, salut Alexandre, meilleurs vœux à tous nos auditeurs et toutes nos auditrices et je me joins à vous évidemment pour remercier Mohamed d'être venu sur ce plateau. Hâte de discuter football avec lui, avec vous tous pendant cette prochaine heure. Et puis j'en profite pour saluer l'inénarrable JC qui est de la partie ce soir et qui filme cette émission. Ça fait plaisir aussi de retrouver les caméras. Un sommaire de l'émission très riche qui sera consacré évidemment à notre invité. Mohamed Mbougarsar, on parlera de votre passion pour le football, de ce lien que vous pourrez établir entre la littérature et puis ce jeu, ce sport que vous avez pratiqué. Et, on en parlera au détour de quelques chroniques, mais on n'oubliera pas l'actualité locale puisqu'il y avait un match le week-end dernier qui mettait aux prises la SBO à Haguenau et la victoire des Beauvaisiens sera débriefée notamment par Nassim. Bref, vous l'avez compris, restez avec nous pour vivre une heure de grand football. Alors Mohamed Mbougarsar, on connaît de vous l'écrivain, le lauréat du prix Goncourt en 2021 pour la plus secrète mémoire des hommes, mais un peu moins sans doute l'amoureux du football, bien qu'il en soit question dans votre roman. Vous évoquez par exemple une partie de football entre des enfants qui se déroule à Buenos Aires en Argentine, et on découvre également quelques références au football sur votre page Instagram. Vous rendiez notamment hommage à votre ami Miguel Bonnefoy pour son livre Le rêve du jaguar, que vous présentiez comme une chimie subtile. Je cite vos mots, entre Rivellino, Maradona, sans la coque, avez-vous tenu à préciser, ou as-tu tenu à préciser plutôt, et Marcelo Salas. Et puis j'ai eu la chance aussi d'assister l'année dernière avec des élèves du lycée François Truffaut à une discussion qui était organisée par la médiathèque de Beauvais, au détour de laquelle tu révélais tes premiers amours footballistiques, puisque ton rêve d'enfant était non pas d'être écrivain, mais joueur de football professionnel. Alors pour commencer, est-ce que tu pourrais nous en dire un petit peu plus à ce sujet ? Oui, en fait, ce n'est pas si ni étonnant ni tellement original au Sénégal, puisque je suis né en 1990. Cela veut dire qu'en 2002, si mes calculs sont bons, je suis nul en maths, j'avais 12 ans. Et donc 12 ans, c'est vraiment l'âge où on commence à la fois à s'éveiller à certaines passions. Et à ce moment-là, ce qui était dans l'air du temps, le carton, disons, de cette année-là, c'était l'équipe de football du Sénégal, de cette fameuse génération, la première génération dorée, qui, comme toute génération dorée qui se respecte, glorieuse, n'a rien gagné exactement, mais a quand même conquis les cœurs, a quand même conquis tout l'imaginaire footballistique finalement. C'était la première grande génération, après celle de Jules-François Bocandé, à faire rêver, disons, tous les fans de foot au Sénégal. Donc j'ai 12 ans à ce moment-là et je suis non seulement l'épopée en Coupe du Monde, mais les qualifications et la Coupe d'Afrique avant que le Sénégal perd contre le Cameroun. Évidemment, un peu avant, je jouais déjà
au football en réalité, mais au tournant de l'année 2000, disons, j'ai des envies plus sérieuses. Il y a une école de football qui commence à être assez célèbre au Sénégal, qui s'appelait l'école de foot Aldo Gentina, qui était à Dakar. Et à ce moment-là, j'hésite parce que je dis à mon père qu'après le CM2, j'aimerais aller faire des tests là-bas. Il accepte et tout l'entourage qui est autour de lui, dont des spécialistes de football qui m'ont vu jouer à l'époque, disent que je peux tenter ma chance. Donc ça devient un rêve vraiment très, très clair, très puissant, que le contexte footballistique de l'époque et les succès de l'équipe nationale dopent. Et voilà, donc j'ai ce rêve-là pendant quelques années, 2 ans, 3 ans au moins, où je me prépare, où je passe quelques tests, où je ne suis pas loin, où j'échoue, mais où je recommence. Et en 2002, à la fin de l'année 2002, malheureusement ou heureusement, je ne sais pas, je dois aller à l'école militaire du Britannique militaire de Saint-Louis, ce qui met fin à une intense et courte carrière de rêveur de joueur de football, mais je crois que nous sommes très nombreux dans ce cas-là. Mais en tout cas, le football est resté dans mon cœur et m'a habité, m'a hanté, avant la littérature, bien avant la littérature, pendant quelques années. Alors tu as grandi à Diourbel, c'est une petite ville du Sénégal qui est à l'est de Dakar, dans une grande famille où tu as découvert très tôt le plaisir de la lecture. Les grands classiques de la littérature française, de la littérature africaine ont nourri ton esprit, tout comme ton amour des mots, leur sonorité, leur agencement, les jeux de mots, les jeux tout simplement, le Scrabble par exemple, ont développé une précision, une virtuosité technique qui font ta signature d'écrivain aujourd'hui et qu'on retrouve dans le football, cette technicité. Ton geste technique favori, tu l'expliquais dans une interview donnée à SoFoot, c'est le sombrero. Ce coup d'éclat qui dépasse les attentes, qui allie finesse et imprévisibilité. Et puis tu saluais aussi dans un post que j'évoquais précédemment la trivella, cet extérieur du pied qui est audacieux, qui est beaucoup plus risqué, beaucoup plus créatif que l'intérieur du pied classique. Et c'est peut-être là que réside ton art, en tout cas Mohamed, dans cette audace, ce choix du geste singulier qui marque les esprits. Alors j'avais une question à ce sujet, puisqu'un sombrero réussi ou une trivella qui surprend un défenseur, ce sont des gestes qui déclenchent l'admiration, qui suscitent de grandes émotions. Est-ce que quand tu écris, tu as aussi cette recherche du moment où ton texte provoquera une émotion forte chez le lecteur, un peu comme un geste inattendu sur le terrain? Je pense que j'aime les beaux gestes, mais il faut qu'ils allient une sorte d'efficacité tout de même. C'est que je pense que je suis revenu de l'âge où j'étais un romantique forcené qui pensait que le seul beau geste suffisait et où finalement j'allais au stade. Et ça m'est arrivé pour voir les Nawetan, donc les matchs au Sénégal entre des équipes de quartier pendant l'hivernage, où seuls m'intéressaient les joueurs frissons. Et les gestes frissons, même si rien ne suivait après, je venais au stade pour ça. Mais aujourd'hui, ça a changé. Je pense que dans mon rapport à la littérature, ça a changé aussi. La virtuosité technique seule ne suffit pas. Il faut encore que ça s'allie à une efficacité, que ça fasse avancer quelque chose et que l'émotion soit profonde et qu'elle ne soit pas simplement volage sur l'instant et qu'elle puisse être remplacée par un autre geste technique ou un autre frisson de lecture quelques pages après. Il faut vraiment que ça reste, que ce soit profond. C'est pour ça que, oui, si on doit parler des trivellas, Luka Modric, que j'ai évoqué dans ce post sur Instagram, en fait beaucoup. Il paraît d'ailleurs il y a eu un entraîneur du Real qui a voulu le faire changer en lui disant d'utiliser l'intérieur du pied parce que c'était plus efficace. Luka Modric en fait beaucoup. C'est souvent toujours efficace. Mais celle que je préfère, de celle qu'il a faite les dernières années, c'est celle qu'il a faite lors du match contre Chelsea. Je ne sais pas si vous vous rappelez, c'est une passe de l'extérieur du pied qui trouve Rodrigo qui marque après. C'est-à-dire que c'est pas simple. Parfois, c'est le geste qui s'impose, mais quand il s'impose, qu'il est beau et qu'ensuite il est efficace et apporte quelque chose, là, c'est ce que je préfère. C'est comme une belle phrase. Il faut qu'elle soit, bien sûr, rythmée, qu'elle ait les images, qu'elle puisse, comme ça, créer quelque chose, une émotion, mais qu'on sente que là, ce n'est pas simplement pour la pure beauté du geste ou du son ou du rythme qu'il y a quelque chose de plus profond. C'est la même chose. Donc, je suis devenu banalement pragmatique en la matière. Voilà.
Bon, si tu parles de Luka Modric, évidemment, un homme qui n'y est pas insensible à cet hommage, c'est toi, Maxime, puisque tu es aussi un grand admirateur du joueur croate. J'imagine que tu te retrouves dans cet hommage qui est rendu à sa technicité, à son efficacité aussi, puisque s'il s'agit d'allier les deux, là, on a l'exemple parfait. Ouais, exactement. Luka Modric, c'est un peu l'exemple parfait de l'esthète sur les terrains de football qui, en plus, Mohamed a raison, trouve toujours le geste juste en fait pour lancer une action décisive, déterminante dans un match. Et c'est vrai qu'on voit, notamment en consultant ta page Instagram, que c'est l'un de tes modèles dans le football. Et même d'ailleurs à plus grande échelle, ce club aussi du Real Madrid dans lequel sont passés beaucoup de joueurs de ce calibre en fait. Je pense que si on retrace, tu as parlé de ton éveil au football autour des années 2000, je pense que si on retrace à peu près les 20-25 dernières années du côté du Real, on peut trouver pléthore d'exemples de joueurs de cette trempe et de cette technicité. Alors, moi j'ai aussi une autre question par rapport à ce domaine littéraire qui se mélange parfois au football. Tu nous le prouves ce soir et tu l'as prouvé par le passé. Enfin, tu es un peu l'exemple parfait de la personne qui présente à la fois une forme d'érudition littéraire mais aussi d'intérêt pour le football. Est-ce que tu as croisé beaucoup de collègues écrivains, de collègues artistes, tout simplement, qui partagent cette passion et avec qui tu peux avoir de vraies discussions centrées sur le football, pas juste en surface, mais voilà, avec qui tu peux parler de tactique, avec qui tu peux parler d'attachement fort à un club, des collègues écrivaines aussi, des artistes qui sont prêts à faire des centaines de kilomètres pour aller voir un match, qui suivent leur club depuis très très longtemps, ou leur sélection nationale depuis très longtemps. Est-ce que tu as croisé vraiment des artistes de cette trempe ? Alors, oui, il y en a. Par exemple, je discute beaucoup de football avec Miguel Bonnefoy, dont j'ai parlé, qui lui est à la fois vénézuélien, a des origines chiliennes et françaises aussi. Donc, on peut parler, je parle un peu de football avec lui, mais la plupart des amis écrivains avec qui je parle football sont des amis sénégalais. Qui écrivent aussi, avec qui j'ai des souvenirs non seulement communs de l'équipe nationale, et puis des clubs au Sénégal, ce qui n'est pas commun finalement de parler de l'histoire des clubs au Sénégal. On connaît l'équipe nationale souvent, mais l'histoire des clubs, c'est beaucoup plus rare. Il y a un écrivain haïtien qui s'appelle Louis-Philippe d'Alembert, qui est un fan extraordinaire de foot. C'est le seul écrivain que je connaisse qui peut dire non à une invitation à aller en librairie ou à un festival, parce qu'il y a un match de football. Parce qu'il y a le PSG qui joue ou il y a le Barça qui joue, puisque ce sont ces deux équipes. Étant donné que je suis, on en reparlera peut-être tout à l'heure, un fan du Real Madrid, évidemment, les jours de Classico sont très tendus. Il y a 2 ou 3 jours, par exemple, je n'ai pas répondu à son appel et on sait pourquoi. Mais je parle un peu de foot avec certains auteurs, oui. Il y a aussi un auteur qui s'appelle Olivier Guèze, qui a même beaucoup écrit sur le football. Exactement. Éloge de l'esquive, qui est un texte assez merveilleux sur l'art du dribble au Brésil. Que je conseille à tout le monde. Oui. Voilà, c'est un très très beau texte que je conseille aussi, vraiment, qui est toute une réflexion sur le dribble. Et sur le dribble au Brésil, dans la société et l'histoire du Brésil, et la raison pour laquelle un joueur comme Garrincha, par exemple, était si aimé comme footballeur, mais aussi comme homme, tout simplement, par la société brésilienne, à travers ce dribble. Que dit le dribble d'une histoire ? C'est passionnant, et c'est un texte qui est vraiment très fort, très beau. Tu parles d'Olivier Guèze, je sais que c'est un écrivain aussi qui a occupé le rôle de journaliste, et notamment qui a couvert des matchs lors d'un mondial, notamment. Oui. C'est quelque chose qui t'intéresserait, toi, de venir peut-être envoyer spécial pour un magazine, un journal, un jour, couvrir une grande compétition, alors, je sais pas, une CAN, une Coupe du Monde, c'est un rôle qui te plairait ? J'en rêvais il y a 1 an, tout juste, pour les JO. En fait, à un moment, même pas 6 mois, enfin, 1 an et 6 mois, parce que je faisais partie des ambassadeurs culturels des Jeux Olympiques à l'époque. Et j'avais rencontré Tony Estanguet à un moment. Et il m'avait demandé, alors, qu'est-ce que tu pourrais faire pour nous ? Bon, il y avait le classique, de faire des émissions par-ci, par-là pour promouvoir les valeurs du sport, le rapport entre sport et littérature, parler de choses qui sont très, très humanistes et très belles. Mais ce que je voulais vraiment, vraiment, c'était couvrir
pour un journal, un site internet, l'actualité des JO et particulièrement le football. Malheureusement, ça ne s'est pas fait, mais c'est une chose dont j'aurais beaucoup, à laquelle j'aurais pris beaucoup de plaisir, je pense, à le faire. Alors, je sais que ce n'est pas si simple que ça. Il y a une vraie différence entre être un journaliste ou parler du foot comme journaliste, reporter, et être un fan, parce que aussi pointu ou aussi bonne soit notre connaissance de l'affaire, ce n'est pas la même chose. Je pense que les émotions ne rentrent pas de la même manière et on peut tout à fait s'oublier devant un reportage ou un micro. Et d'ailleurs, on l'a vu, de grands footballeurs sont devenus commentateurs après et leur réussite est tout à fait inégale en la matière, alors qu'ils pouvaient être d'extraordinaires joueurs de foot, passionnés jusqu'au bout. Mais devant un micro, c'est autre chose. Mais peut-être par l'écrit, tenir une petite chronique, oui, ça m'aurait plu et j'aimerais, parce que non seulement j'aime le football, mais j'aime écrire sur le football en général. Alors, il y a une chose que tu avais essayé de faire il y a quelque temps, me semble-t-il, et qui, je crois, n'a pas abouti, puisque tu l'as, me semble-t-il, abandonné aussi. C'était un projet d'écrire un texte sur Zinedine Zidane, de lui rendre hommage dans un livre. Enfin, je ne sais pas exactement quelle forme tu avais prévu, mais qu'est-ce que tu avais à l'esprit à ce moment-là ? Alors, c'était un projet très particulier, mais une sorte d'éloge inversé, finalement. Ce qui est très facile à faire avec Zidane, parce que sa carrière est émaillée d'une sorte de part maudite, comme ça, mais tout au long de sa carrière. Ce n'est pas simplement le geste final de ce coup de boule, mais c'est toute la carrière. C'est les 14 cartons rouges, c'est les coups de sang, c'est... parfois une forme... Je trouve que c'est quelqu'un aussi qui a beaucoup progressé dans le jeu, énormément. C'est vraiment un exemple aussi de travailleur, parce que je crois on s'est beaucoup moqué de Dugarry à une époque, quand il a dit que Zidane et lui, au départ, sont à peu près du même niveau technique. Je crois que c'est pas si exagéré que ça, mais simplement, très rapidement, Zidane est devenu autre chose, parce qu'il a bossé énormément, et c'est ce que disait Dugarry. Donc, je voulais beaucoup écrire sur lui, sur cette part plutôt maudite. Jean-Philippe Toussaint, un écrivain aussi, a écrit un texte qui s'appelle La mélancolie de Zidane. Et c'était un peu dans le même esprit, mais en mêlant non seulement toute la violence que ce joueur pouvait porter, et quand je dis violence, ce n'est pas simplement celle qu'il a pu commettre parfois sur un terrain, mais c'est celle d'où il vient, c'est l'histoire de son père, c'est l'histoire de ses parents, c'est cette histoire d'immigration qui n'est pas simple, mais c'est aussi, surtout... Zidane par la part la moins spectaculaire, c'est-à-dire essayer de voir simplement pourquoi je trouve que c'était le plus beau meneur de jeu que j'ai vu jouer, et pas simplement les gestes, les buts, tout le côté très légendaire, très beau que tout le monde connaît. C'était vraiment autre chose, et les choses qu'il a pu rater aussi sur un terrain. Sur le texte, ce texte avait une matrice qui était sur mon blog à l'époque, qui partait de deux images qui étaient absolument similaires, mais tout à fait contraires dans leurs origines. C'est qu'en 2002, Zidane est forcé de jouer le troisième match. Il force un peu contre le Danemark. Et il y a une image où il court et il tombe. Il court, il essaie de se retenir, mais il finit par tomber. Et on le voit avec sa grande calvitie, la tête enfouie dans le gazon. Et je compare cette image à une autre image de Zidane contre le Celta Vigo 2005, où il a cette roulette, il fait un crochet, Ronaldo lui demande le ballon, il ne lui donne pas, il dribble le gardien et tire, mais la balle va au-dessus. Et il se retrouve aussi la tête sur le gazon. Et je partais vraiment de la comparaison de deux ratés, mais l'un était tout à fait malheureux, l'autre était un raté sublime. Donc voilà, il y avait beaucoup de choses que je voulais faire sur Zidane, que je n'ai pas faites, que je n'ai pas écrites, mais bon, qui viendront peut-être un jour. Bon, on te rejoignait assez peu tout à l'heure sur le souvenir enchanteur de la Coupe du Monde 2002, puisque pour nous, on l'a vécu plutôt comme un moment à oublier. Et c'est vrai que de cette compétition, j'en garde pas un souvenir heureux en tant que Français. C'est un peu la faute du Sénégal aussi, même si c'est une équipe qu'on avait tous pris plaisir à suivre et qu'on a supporté. Hein. D'ailleurs, c'est vrai qu'il y avait une certaine passion pour cette équipe du Sénégal qui avait été éliminée en quart de finale de la compétition, il me semble. Mais en tout cas, bon, sur Zidane, là, c'est évident, tu fais l'unanimité. Alors, il est au cœur de l'actualité en ce moment, Zinedine Zidane, depuis l'annonce du retrait de Didier Deschamps à la fin de la Coupe du Monde 2026. Nassim, je sais que tu n'es pas insensible à ce sujet. Alors, à la fois au fait que Didier Deschamps annonce enfin
Je pense que tu vas pas renier les mots que je tiens ici, qu'il va laisser son poste de sélectionneur, et puis que Zidane est aussi pour toi, j'imagine, le grand favori à sa succession. Bah oui, hein, c'est le rêve Zidane. Je partage évidemment cette passion avec Mohamed pour ce joueur qui, moi aussi, je pense, c'est certainement le joueur le plus beau, le plus élégant que j'ai vu de mon vivant, puisque je suis de la génération 87. Donc voilà, j'ai grandi avec Zidane comme idole. Voilà, les posters de Zidane dans ma chambre, etc. Et d'ailleurs, j'ai hâte de pouvoir lire un jour, pourquoi pas, ce que Mohamed pourrait écrire sur Zizou. Zizou, moi, ça fait longtemps que je l'attends à la tête de l'équipe de France. Didier Deschamps, voilà, nos auditeurs fidèles savent que je n'en suis pas un grand fan et depuis quelques temps désormais. Je pense qu'il aurait dû partir après 2018 et je trouve que finalement c'est assez compliqué ce qui est fait depuis, même s'il y a eu cette parenthèse de la finale du mondial depuis, quoi, mais voilà, j'ai peur finalement. Alors évidemment, grand favori aujourd'hui et j'attends ça, mais j'ai presque peur que finalement ce soit trop tard en fait. C'est-à-dire que moi je pense que le moment où Zinedine Zidane aurait dû arriver à la tête de l'équipe de France, il aurait déjà dû arriver depuis 1, 2 ou 3 ans. Et maintenant, ça va commencer, si on attend 2026, ça va commencer à faire à un moment donné que Zidane ne serait pas allé sur un banc, puisque son départ du Real Madrid commence à dater. Et je ne sais pas, en plus, il ne s'est pas exprimé depuis, et c'est vrai qu'il a une parole assez rare, Zinedine Zidane. Je ne sais pas dans quel état d'esprit il est par rapport à ça. Je ne sais pas s'il a toujours la même envie qu'il y a quelques temps de reprendre l'équipe de France, s'il l'aura encore en 2026. Il faudra voir aussi dans quelles conditions il la reprend, cette équipe, si c'est lui qui doit la reprendre. Est-ce que ce sera après un échec monumental, ou est-ce que ce sera après peut-être une victoire lors du mondial, ou un parcours qui serait très honorable? Évidemment, ça change aussi la donne. Donc, quel sera le vivier à ce moment-là aussi français puisqu'on sait qu'il y a encore une fois aussi des joueurs certainement peut-être qui seront sur la fin, même si l'équipe a été rajeunie dernièrement, mais voilà, quid d'un Griezmann, de joueurs comme ça dont on annonce éventuellement peut-être une dernière compétition d'ici là. Donc oui, je l'attends, oui, j'en rêve, oui, quoi qu'il arrive, je serais content de voir cette expérience-là. Maintenant, voilà, est-ce qu'elle n'arriverait pas trop tard? La question se pose. Et puis surtout, qu'aura envie de faire la Fédé, puisque aujourd'hui, tout le monde parle comme si c'était une évidence et comme si c'était presque Zidane de lui-même qui déciderait de la question. Qui nous dit aujourd'hui que ça se trouve, Philippe Diallo, le président de la Fédé, n'a pas une autre idée? Qui nous dit qu'il n'y a peut-être pas des oppositions au sein de la Fédé aujourd'hui sur Zidane, qui reste un personnage clivant? On vient d'en parler avec Mohamed. Donc, il est favori, mais personnellement, je ne suis pas persuadé que ce soit aussi facile que ça et que ce soit fait. Je pense que voilà, il y a des gens aujourd'hui qui commencent à parler de Rudy Garcia, de Bruno Genesio, voilà, de solutions alternatives demain pour reprendre l'équipe de France après Dédé. Donc personnellement, je souhaiterais Zidane encore dans un an, quoi qu'il arrive, c'est sûr. Mais je considère que c'est encore loin d'être fait. Ouais. Mika, tu rejoins Nassim là-dessus? Oui et non, parce que le fait que Zinedine Zidane n'est pas entraîné depuis un certain temps, pour moi, ça pose pas de problème, puisque une sélection, c'est très bien qu'il n'y a pas le même nombre d'entraînements, c'est très bien qu'il va plus suivre les matchs avec son staff qu'entraîner. Moi, là-dessus, je suis pas encore... c'est pas ça qui m'inquiète le plus. Par contre, ce qui m'inquiète le plus, c'est oui, effectivement, il commence à prendre de l'âge. Là, c'est différent. On parle de Thierry Henry également, j'ai lu un petit peu. J'ai vu Willy Sagnol également. Ah, tu vois, il y a des clients, mine de rien. Donc, il y a pas mal de clients. Avec des arguments aussi, voilà. En plus. Donc, mais, théoriquement, Zinedine Zidane est le favori pour reprendre l'équipe de France. En tout cas. Dans le débat, ça pèse pas lourd. Après, ce qu'on demande aussi à un sélectionneur, je pense, c'est une aura, plus que d'une science tactique et autres. Et pour moi, Zidane, c'est lui qui l'incarne le mieux à l'heure actuelle. Alors, Sagnol, j'ai rien contre lui, c'était un super joueur. Il a bien bossé avec la Géorgie. Maintenant, est-ce que Sagnol, tu parlais de personnage clivant, est-ce que déjà Sagnol entraînerait une certaine partie du public dans son sillage? J'en suis pas persuadé. Les joueurs aussi. Thierry Henry, alors là, je pense c'est un personnage qui est quasiment de la stature de Zidane en termes de passer en équipe de France, en club. Crédible aussi. On se rapproche. Maintenant, ces expériences d'entraîneur n'ont pas été toutes couronnées de succès. On se rappelle de Monaco, où ça a été très laborieux. Il y a à boire à manger dans sa carrière. Il s'est bien rattrapé. On parlait des Jeux Olympiques tout à l'heure. C'est vrai que les Jeux Olympiques et Thierry Henry, ça a été l'une des belles histoires du côté de la France. Maintenant, entre une sélection olympique et une sélection des A, on va dire, voilà, on est sur un autre calibre, donc par son aura, pour moi, Zidane est le candidat naturel. Pour moi, Nassim a plutôt raison sur la question du timing.
il y a aussi un timing quand on devient sélectionneur, et c'est vrai que prendre la succession de Deschamps en 2026, il faudra voir dans quelles conditions ça se fait. Est-ce que ça sera une équipe en déroute? Est-ce que ce sera une équipe qui restera sur une compétition marquante, presque historique peut-être, on ne sait pas. Là, la donne ne sera pas la même pour lui, et peut-être que c'est lui qui se dira non, finalement, j'y vais pas parce que les conditions ne sont pas réunies, ou parce que c'est trop de pression. Alors, il a entraîné le Real, mais voilà, peut-être simplement qu'il ne sentira pas le moment, et que ce sera peut-être une histoire de rendez-vous manqué entre Zidane et l'équipe de France. Ça arrive aussi. Il peut y avoir aussi le risque d'écorner son image, puisque bien sûr, voilà. On sait par exemple qu'à un moment donné, il y avait des rêveurs du côté de l'Olympique de Marseille qui rêvaient que Zidane prenne la sélection, ou du côté de la sélection, l'équipe, ou alors du côté de la sélection algérienne aussi. À un moment donné, quand il y a eu une question de la succession, le nom de Zidane a été cité. Et évidemment, c'est des endroits où pour lui, le risque est trop grand en cas d'échec, d'écorner totalement son image dans des lieux où évidemment il est quasi un demi-dieu. Aujourd'hui en France, il jouit malgré tout, je pense, d'une très belle image, même si il y a la fin de sa carrière et ce coup de boule, mais je pense que pas grand monde finalement aujourd'hui lui tient rigueur. On retient surtout la première Coupe du Monde de l'histoire de l'équipe de France et son palmarès en tant que coach avec le Real Madrid et ses multiples Ligues des Champions conquises. Donc aujourd'hui, quelque part, il est au top. Il est au top en tant que coach, il est au top en tant que joueur. Est-ce qu'il n'y a pas le risque, si demain il reprend l'équipe de France, du coup dans son pays, éventuellement d'écorner son image, parce que presque il aurait plus à perdre qu'à gagner aujourd'hui, Zizou, en reprenant l'équipe de France. Donc je pense qu'à un moment donné ça risque de rentrer aussi dans sa réflexion. Donc surtout ce qu'on aimerait en fait, c'est l'entendre en fait assez rapidement là-dessus, puisque aujourd'hui je l'ai dit tout à l'heure, il s'exprime très peu, voire pas du tout. On aimerait qu'il puisse éventuellement à un moment donné prendre la parole là dans cette prochaine année pour se positionner, pour dire oui ça m'intéresse, ou alors non, aujourd'hui je suis détaché de ça, et peut-être d'ailleurs qu'il a même peut-être pas envie de retourner sur un banc. Voilà, on aimerait savoir où en est un peu Zizou par rapport à sa carrière aujourd'hui d'entraîneur de football, et c'est surtout moi cette parole là que j'aimerais entendre assez rapidement. Bon, Mohamed, on dit souvent que le prix Goncourt, il y a un avant et un après. Est-ce que cette nouvelle dimension à laquelle tu as accédé, elle t'a permis de rencontrer Zinedine Zidane? Écoute, il y a eu un frôlement. Ce que je veux dire par là, c'est que j'ai failli vraiment, et j'ai tremblé, et j'ai failli parce que Zidane a cette fameuse association qui s'appelle ELA. Oui. Et l'association ELA demande chaque année à un écrivain d'écrire la fameuse dictée d'ELA. Donc en 2022, ils m'ont demandé, je l'ai écrite, et il était convenu à un moment que je sois dans la classe où Zidane lui-même lirait la fameuse dictée ELA. Donc évidemment, j'ai un peu eu les... Et finalement, non, ça ne s'est pas fait pour des questions de calendrier. Parce qu'il ne pouvait pas au moment où moi je pouvais, et puis au moment où il proposait, j'étais tout à fait absent, je ne pouvais pas. J'ai failli annuler des choses tout à fait pour être là, mais finalement ça ne s'est pas fait. Mais au fond, en y réfléchissant, je me dis toujours, mais c'est toujours la vieille question, est-ce qu'il faut rencontrer ses idoles ou pas? Voilà, ça on ne sait pas. Peut-être que devant lui, je n'aurais eu rien à dire. On n'aurait eu rien à se dire. Déjà qu'il ne parle pas beaucoup, on aurait eu observé des silences absolument remarquables tous les deux. Donc voilà. Mais non, je ne l'ai pas rencontré. Mais j'aimerais un jour peut-être. Voilà. Ouais, ça m'était arrivé une fois, j'avais croisé Eric Cantona une fois, j'avais été incapable de dire un mot. Pourtant, j'étais allé le solliciter, lui parler, mais alors vraiment, je m'étais couvert de ridicule en fait. Et surtout, Cantona, il en impose aussi. Oui. Mais c'est vrai, cette question que tu poses, elle est judicieuse. Est-ce qu'il faut rencontrer ses idoles? Il faut en tout cas bien s'y préparer. Bon, c'est une occasion qui n'est peut-être que partie remise pour cette rencontre avec Zidane. En tout cas, tu sais que tu as une question à lui poser de notre part. Est-ce qu'il veut ou non de ce poste de sélectionneur? Je pense il faudrait l'écouter. Mais il y a quelques années, il disait vraiment même pas quelques mois, qu'il le voulait. Il y avait même des mots qu'on entend rarement dans sa bouche, mais vraiment, il était dans le registre de l'amour, vraiment de la fusion, de quelque chose comme ça, d'extrêmement sentimental, en disant que c'était le moment de boucler la boucle, que c'est sa grande histoire d'amour, sa grande histoire, c'est l'équipe de France, et qu'il veut vraiment retrouver cette équipe. Donc il l'a dit assez clairement il y a quelques mois, mais aujourd'hui, est-ce que c'est la même chose? Est-ce qu'il est toujours sur la même ligne? C'est vrai, il faudrait l'entendre à ce sujet. Bon, en attendant, on va retrouver notre équipe locale, la SBO, en faisant un point sur les résultats du week-end.
Tu vois, Mohamed, je vois que tu n'es pas insensible à l'hymne du club. Oui, hein, non, quand non, même. je suis déjà pris par les paroles. Je me vois déjà criant, gueulant ça en tribune. Bon, en tribune, Nassim s'était clairsemé samedi dernier pour le match entre la SBO et Agno. 200 spectateurs environ, il faut dire qu'il faisait un froid glacial. Le brouillard aussi n'aidait pas. Mais les Beauvaisiens ont été valeureux, ont signé un succès convaincant face à cette équipe d'Agno. 2-0, un match auquel tu as courageusement assisté Nassim. Ouais, les Beauvaisiens, heureusement qu'ils nous ont réchauffé pour les plus courageux, donc qui étaient dans les travées de ce stade Pierre-Brisson complètement gelé. Beauvais, voilà, qui a bien entamé le match, qui a ouvert rapidement le score au cœur de la première période, autour de la 20e minute de jeu, par Kylian Corentin, qui fait partie de ces joueurs finalement qui sont en train de se révéler depuis le départ, notamment du coach Christophe Ten au mois de novembre. Il était peu utilisé jusqu'à présent et depuis c'est devenu un titulaire et il répond présent. Donc notamment en marquant ce but important. Et puis au tout début de la seconde période, un peu après le coup d'envoi, c'est l'une des recrues hivernales, Bilal Mardaoui, qu'on connaissait du côté de Chantilly, messieurs, qui est passé de Chantilly à Beauvais, donc dans la même poule et dans la même division cet hiver, qui pour sa première apparition sous le maillot sang et neige a marqué son premier but, très opportuniste, voilà, en profitant d'une erreur de la défense adverse. Et puis finalement, derrière, il n'y a jamais eu de révolte alsacienne. Alors est-ce qu'il n'en avait pas les moyens, est-ce qu'il n'en avait pas l'envie? Il faut dire qu'en fait, hier soir, ils disputaient un match de Coupe de France face à Dunkerque. Donc voilà, ils avaient peut-être certainement déjà la tête à ce match. Donc le coach qui avait aussi certainement peut-être fait un petit peu tourner, les joueurs qui n'avaient pas envie de prendre ni de carton, ni de se blesser. Donc une équipe d'Agno, voilà, qu'on n'a jamais senti dedans. Mais surtout bravo à Beauvais. Voilà, on va rien retirer de la prestation beauvaisienne. Ils ont fait le travail, ils ont fait ce qu'il fallait. Et puis surtout, je vais le dire très honnêtement, cette équipe me surprend, puisque on en parlera après du mercato beauvaisien, peut-être même plus globalement de nos équipes phares, mais on le sait, Beauvais, face à des difficultés financières, est en train de dégraisser actuellement. On enchaîne les départs de joueurs cadres et les mises à l'écart de joueurs cadres dont le club souhaite se séparer. Les derniers en date, Jacques-Antoine Pelletier, Johan Beaka encore, dont le départ vient d'être annoncé il y a seulement quelques heures, et qui sont remplacés par des joueurs totalement inexpérimentés, des gamins de 18, 19, 20 ans qui viennent du 19 national, qui viennent de Régional 1, de Régional 2, même pour le dernier attaquant en date qui a été aligné, qui est Darlens François, qui jouait du côté de la réserve de Granville. Et puis ces jeunes répondent présent finalement, alors que le National 2, on sait que c'est un niveau aujourd'hui semi-professionnel, qui est exigeant, où il y a beaucoup d'expérience dans les équipes adverses. Ces jeunes-là, ils font le boulot. Le petit Youssouf Kanouté, le latéral droit, qui fait toujours des bons matchs. Le petit Bellarbi, d'ailleurs, qui est un Beauvaisien, voilà, qui était parti au centre de formation du Havre, qui est revenu, qui a fait un très bon match au milieu de terrain. Et ces joueurs-là, qui pour l'instant donnent tout pour cette équipe sans calculer. Et les résultats sont là, à domicile, puisqu'à l'extérieur, c'est un autre Beauvais, on l'a déjà dit plusieurs fois cette saison. Un seul point pris à l'extérieur, mais en revanche, une invincibilité à domicile. Et donc, surtout des points importants pris face à un concurrent direct. Beauvais est à égalité de points avec Agno au coup d'envoi de cette journée. Beauvais prend désormais donc 3 points d'avance et le goal average particulier sur cette équipe. Et surtout, l'info la plus importante du week-end, c'est que Beauvais a désormais 7 points d'avance sur le 14e et premier relégable. Beauvais est 10e. L'objectif, c'est le maintien. 7 points, je considère que depuis ce week-end, Beauvais a déjà fait un premier pas vers le maintien en National 2. Et l'occasion d'enchaîner est belle dès ce week-end, Mika, puisque les Beauvaisiens se déplacent sur la pelouse d'Aubervilliers. Aubervilliers qui est la lanterne rouge de ce championnat de N2. 0 victoire, 7 matchs nuls, 7 petits points au compteur. Débloquer le compteur à l'extérieur, c'est le moment. Tout à fait, ouais. Aubervilliers n'a pas gagné un match. Beauvais n'a pas gagné un match à l'extérieur également. Donc c'est le moment d'enterrer cette équipe d'Aubervilliers. Et surtout, comme le dit Nassim, on a 7 points d'avance sur Wascal. En cas de victoire, on aura peut-être 10 points et là on pourra dire que le maintien est acquis. Sachant que quand on regarde le calendrier, le classement, toutes les équipes sont à une mouchoir de poche entre la 10e et la 7e, 8e place. Il y a 3-4 points qui les séparent. C'est pas énorme. Donc faut qu'on essaie de remonter un peu au classement pour finir la saison tranquillement et après jouer un autre tableau qui sera devant la DNCG. Voilà.
Des matchs remis le week-end dernier, match entre Chantilly et Wascal reporté, le match entre Villers-Houlgat et Chambly également remis ce week-end, Aubervilliers-Beauvais, on l'a donc dit, et pour nos équipes locales, Chantilly jouera face à Villers-Houlgat qu'il recevra, et Chambly recevra Thionville, ce sera vendredi à 20h. Et d'ailleurs, par conséquent, alors ils ont un match en retard, mais Chantilly passe derrière les deux autres équipes de l'Oise. Hein. Oui. Et ce qui est un petit événement, on va dire, parce que c'était eux qui nous impressionnaient en début de saison, si vous vous rappelez bien. Et là, ils se retrouvent en fin de classement. Alors, eux aussi ont une bonne marge, hein. Ils ont 6 points sur la zone rouge. Ils rentrent dans le rang. Ouais. Mais, ils ont un match en retard également face à Wascal, justement, ce week-end. Mais bon, on se dirige quand même vers une fin de saison, malheureusement, terne du côté de Chantilly. Alors il va falloir prendre des points justement contre des équipes comme contre Wascal. Vitron avec la victoire, ils n'ont pas gagné depuis mi-décembre, voilà, on s'en rappelle. Sinon, on devait parler avant la trêve. Depuis mi-septembre, mi-septembre. Mais sinon, la situation pourrait rapidement devenir un peu plus stressante pour les Cantillens. Ouais, c'est marrant d'ailleurs, le match qui a été remis pour Chambly, c'était face à Villers-Houlgat, et le match qui joue ce week-end également. Le hasard du calendrier. Oui, voilà. Ouais, c'est ça. Belle coïncidence. Bon, je m'amusais de choses un peu dérisoires comme celle-ci. Mohamed, toi, le stade Pierre-Brisson, tu nous disais tout à l'heure que tu ne l'avais pas fréquenté. C'est plutôt le stade Charletti. Je crois que tu as beaucoup pratiqué durant tes études à Paris, durant ta vie parisienne. Oui. Et un stade qui t'a fait vivre beaucoup de belles émotions. Oui. Je suis souvent allé à Charletti parce que j'habitais pas très loin. Et c'est un stade que j'aimais beaucoup, surtout parce qu'il y avait beaucoup de matchs amicaux, de sélections étrangères. Beaucoup de sélections africaines qui jouaient en France jouaient au stade Charletti. Donc j'ai eu l'occasion d'en voir quelques-unes. Et puis c'est un stade qui historiquement est assez intéressant, qui fait un peu un contrepoint par rapport aux grands stades un peu pailletés que sont le Parc des Princes ou un peu plus récent le Stade de France. Et c'est un stade où jouent globalement des équipes moins cotées, même si le Paris FC commence à jouer là et se faire connaître. Mais à l'époque, en tout cas, c'était des équipes soit de rugby, mais vraiment de deuxième division, ou des équipes plutôt de foot féminin. Mais j'y allais de temps en temps, j'étais juste à côté et j'allais voir des matchs qui étaient plutôt plaisants. Et j'ai eu l'occasion d'y jouer une fois. Il faudrait maintenant que j'aille découvrir le stade Pierre Brisson et que je commence à un tout petit peu m'intéresser à cette équipe. C'est vrai, de Beauvais, je veux dire. Donc, ce sera un peu ma résolution de cette année. Donc, on y va quand vous voulez. Voilà. Je note, avec plaisir. Justement, j'avais une question pour toi. L'idée, évidemment, c'était pas de te piéger sur l'actualité du foot local, mais surtout de faire un lien entre la SBO et le Sénégal. Oui. Le lien, il est évident. C'est évidemment la personne de Bruno Metsu. D'ailleurs, le centre d'entraînement de la SBO s'appelle le pôle sportif Bruno Metsu qui avait donc commencé sa carrière d'entraîneur à l'époque à Beauvais en Division 2 et d'ailleurs qui a fait rêver beaucoup de femmes de la génération du dessus. Mais quand tu parles de Bruno Metsu à l'époque et sa longue crinière, évidemment ça ne laissait personne insensible localement. Voilà, c'est des échos que j'ai pu avoir. Aujourd'hui décédé malheureusement depuis plusieurs années, Bruno Metsu, qui a été donc surtout connu par le grand public comme sélectionneur du Sénégal, hein, le sorcier blanc, et pour avoir écrit les plus belles pages de l'histoire du foot sénégalais. Quelle image toi tu en as et quelle image il a au pays, au Sénégal, donc du coup ce Beauvaisien de cœur qui est Bruno Metsu? Écoute, la première fois que parce que je connaissais bien sûr Metsu, mais quand je suis arrivé à Beauvais, je me baladais au centre d'entraînement devant et j'ai vu son nom. C'était vraiment, le jour où j'ai vu ça, c'était un mélange à la fois de grande surprise, mais de joie énorme de voir le nom de Bruno Metsu à Beauvais. Donc je me suis renseigné et j'ai appris qu'en réalité, il était d'ici, qu'il avait joué ici, qu'il avait eu une vie ici. Et quand je rattache ça à son expérience au Sénégal, ça en fait vraiment une sorte de coïncidence comme ça extrêmement belle, puisque Metsu au Sénégal, il a vraiment une stature extrêmement, très belle. D'abord parce qu'il a été le coach de l'équipe de 2002, qu'il a qualifié l'équipe en Coupe du Monde pour la première fois, qu'il y a eu cette finale de Cannes. Mais je pense qu'il est aussi apprécié parce qu'il est parti au bon moment. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui n'a pas cherché à s'accrocher à ce siège d'entraîneur-là, alors qu'à l'époque, tout le monde le suppliait. Les joueurs, comme le peuple sénégalais, le suppliaient de rester.
Et il est parti pour des raisons très mystérieuses qui lui appartiennent, mais ça a renforcé avec les années son aura. Donc il est très apprécié comme homme, on voit le meneur d'homme qu'il était, le caractère qu'il a apporté, la confiance qu'il avait en ses joueurs, la proximité qu'il avait avec les joueurs. Et puis, évidemment, oui, je pense que son physique, disons-le ainsi, n'a pas agi qu'ici, au Sénégal aussi. Il était aussi très, très aimé par les dames pour cela. Et je crois que, d'ailleurs, je ne veux pas dire de bêtises, mais il me semble que à un moment donné, il a vécu avec une femme sénégalaise. D'accord. Je ne veux pas dire de bêtises. Bon, vraiment, c'est à vérifier. Mais cela ne nous regarde pas. Mais je dis ça tout simplement parce que à un moment, on l'appelait plus Bruno, on l'appelait Abdou Karim. On lui avait donné un nom parce que ça aussi, c'était une partie de sa il y avait une conversion privée. certainement. Mais apparemment, il y a eu conversion à ouais. un moment. Et puis, mais c'est quelqu'un qui est extrêmement apprécié aujourd'hui. Vraiment, quand on dit Metsu, ce n'est pas du tout la sorte de méfiance qu'on peut avoir aujourd'hui, en tout cas défiance, une sorte de cette façon de dire, en fait, on peut faire avec nos entraîneurs locaux, on ne doit pas tout le temps aller chercher ailleurs des entraîneurs français, blancs qui vont venir, mais aujourd'hui, Metsu fait vraiment l'unanimité au Sénégal. Dans le football sénégalais, ça c'est indéniable, c'est l'une des grandes figures, quoi. On parle d'un homme à longue crinière qui ne laisse personne indifférent. Je me tourne naturellement vers Maxime. Maxime, habituellement en charge de la sélection de la pause musicale, rôle que tu as délégué ce soir à notre invité pour cette émission, Mohamed Mbougarsar. C'est donc toi qui vas nous présenter le titre que nous allons écouter à l'antenne maintenant. Oui, je crois que j'ai choisi le titre de Omar Pène qui s'appelle Supporter. Et c'est une chanson qui a été faite dans les années 90, mais qui est revenue à la mode vraiment en 2002, précisément au moment de l'épopée de l'équipe nationale. Et c'est une chanson à la gloire des supporters de l'équipe nationale, mais de l'équipe nationale, et qui a des paroles très belles, puisque Omar Pène, qui est mon chanteur sénégalais préféré et un grand fan de football, dit simplement aux joueurs de l'équipe nationale, leur demande de donner aux supporters, aux Sénégalais, au peuple sénégalais, des raisons d'être heureux, d'être fier et de s'enorgueillir sur le plan footballistique. En 2002, ça a été le cas, mais c'est surtout en 2022, après la CAN, que cette chanson a pris une résonance beaucoup plus forte, puisque le vœu d'Omar Pène était exaucé. Et puis voilà, la chanson était très belle et m'accompagne depuis très longtemps. Eh ben, on découvre ensemble supporters d'Omar Pène.
Équipe nationale, man supporter bi ñëw sa boo ma woowee. Man supporter bi ñëw sa boo ma woowee. Allez, retour sur le plateau du Mercure Football Club, une émission spéciale avec Mohamed Mbougarsar qui est notre invité pour cette grande reprise du MFC en 2025. Mohamed, tu vas nous faire un cadeau puisque tu vas nous permettre de plonger dans tes souvenirs, dans tes goûts footballistiques en nous proposant maintenant ton 11 de légende. Alors c'est un exercice difficile qu'on t'a demandé de réaliser avant cette émission. Impossible, diront certains. Ouais, peut-être. Ah oui, non, je pense que c'est vraiment impossible. C'est très difficile. Je pense que c'est vraiment un supplice, une torture. Mais bon, j'ai essayé de jouer le jeu. Je pense que chacun de nous le fait de temps en temps en imaginant. Il faut d'abord des critères ou une méthode. Moi, j'ai commencé très rapidement en me disant que je n'allais mettre que des joueurs que j'avais vraiment vu jouer. C'est-à-dire que tout un ensemble de joueurs des années 70, enfin avant quoi. Pelé, Maradona ne seront pas là. Rivellino, que je connais, ne seront pas là. Enfin, Beckenbauer ne sera pas là parce que je ne l'ai pas. Cruyff, voilà, je n'ai pas vu jouer ces joueurs-là. Je n'ai mis que des joueurs que j'ai vu jouer, donc, et globalement, ce sont des joueurs qui ont traversé la fin des années 90 jusqu'au fin des années 2000, quoi. On va dire ça comme ça. Donc, ce fameux 11 de légende, j'ai mis un 4-4-2, oui, j'ai dit tout à l'heure que c'était digne d'Arrigo Sacchi, c'est plus Ferguson en l'occurrence, mais ou Del Bosque. Mais bon, disons que ouais, c'était très compliqué. Je revois là. J'ai déjà envie de changer. Il n'en a pas de doute. Allez, au poteau, en gardien, j'ai mis Iker Casillas parce que c'est vraiment le grand gardien de mon adolescence, étant donné que je suis un supporter de Madrid et que j'ai vu San Iker être vraiment très seul parfois dans cette défense du Real Madrid. Et se plaindre, et râler, et crier, et être tout à fait abandonné par ses défenses. C'était à une certaine époque, vraiment au milieu des années 2000, à l'époque galactique en fait, il était très très seul, je crois, en défense. Il faisait ce qu'il pouvait, mais c'était très compliqué. Et puis j'aime beaucoup sa taille, j'aime beaucoup le fait qu'en n'étant pas très grand, il soit si fort sur sa ligne, dans ses réflexes. Pas extrêmement bon en l'air, mais très, très bon sur sa ligne, avec de grands réflexes. Et puis, une âme de leader de Madrid. En défense centrale, deux Italiens, ça n'étonne personne, Alessandro Nesta et Maldini. J'ai choisi Maldini dans l'axe parce que je l'ai vu à gauche, mais la gauche est réservée à un autre joueur, assez facile à deviner. Mais Maldini, je crois, est tout à fait excellent dans l'axe aussi. Baresi, qui a été son compère au début, disait qu'un jour, le premier jour où il a joué dans l'axe avec lui, il a essayé de lui enseigner des choses, à lui dire voilà, là, et puis il a tout de suite vu que Maldini n'avait besoin de rien du tout, et que voilà, c'est Maldini, quoi. C'est vraiment, je pense, entre parenthèses, le joueur qui, à mon avis, si on devait donner un ballon d'or pour non seulement la carrière, mais la personne, la classe, etc., l'aurait mérité 1000 fois. À ses côtés, Nesta, le défenseur peut-être le plus propre que j'ai vu jouer, autant à la relance que dans ses tacles, et puis dans sa dégaine, quoi. Et puis j'aime beaucoup la tragédie de ce joueur, Nesta, parce que c'est quelqu'un qui n'a jamais cessé de dire que le club qui l'a rendu finalement le plus célèbre, c'est-à-dire le Milan AC, n'était pas son club de cœur. C'était un Laziale, Nesta, le capitaine de la Lazio, qui a été bradé comme ça à la fin d'un mercato pour de l'argent. Il est arrivé au Milan sans vouloir être là et il a quand même joué au Milan en appartenant à cette équipe du Milan légendaire. À gauche, Roberto Carlos, en latéral gauche, parce que bon, voilà, c'est Carlos, ce sont les frappes de mule, c'est la vitesse. C'est ce côté très brésilien aussi, finalement. C'est le Real Madrid, c'est aussi l'histoire du Real Madrid. Et puis, c'est cette tradition des latéraux très offensifs dont il est finalement le parangon, le champion. Et puis voilà, ce sont les buts, quoi. Avoir une compilation des buts de Carlos, c'est vraiment un grand plaisir parce que c'est vraiment tout ce qu'on adore, de grandes mines en lucarne, avec des murs qui s'écartent comme ça, comme la mer devant Moïse, ou des gardiens qui ont des gants en peau de pêche. Voilà, c'est vraiment super. Lilian Thuram à droite, ça a été un grand moment d'hésitation.
parce qu'il y avait Cafu. Mais étant donné que Cafu et Carlos, c'est quasiment pour moi la même chose, et que je voulais une défense tout de même qui tienne la route lorsque Carlos ne reviendrait pas défendre, ne ferait pas le retour, j'ai mis Lilian Thuram, parce que je trouve que c'est un... peut-être que les dernières années de sa carrière se font dans l'axe, mais je pense que son époque latéral droit, j'adorais. Parce que c'est vraiment la technique limitée au possible, mais qui est compensée par un cœur énorme. Et je crois que en 98 et en 2000, il est énorme avec l'équipe de France. Surtout en 98. Évidemment, on retient Zidane, même pas tellement d'ailleurs, seulement la finale, disons, et puis quelques bouts de match. On retient De Sailly, qui a été très bon. Mais je pense qu'il faut retenir Thuram. La défense de l'équipe de France était extraordinaire. Le doublé et Thuram, contre la Croatie en demi-finale. Aussi, sinon, on n'y va pas. L'équipe de France est menée 1-0 à ce moment-là. Exactement. Sinon, on ne l'a jamais. Enfin, en tout cas, la France ne gagne jamais, je pense, ce match-là sans Thuram. C'est un peu miraculeux. Et puis, j'ai aimé. Il est un défenseur solide, extrêmement rugueux, mais toujours très correct. Quoi. Voilà, toujours très correct. Beaucoup de classe, je trouve. Au milieu de terrain, les deux milieux centraux seront Clarence Seedorf et Steven Gerrard. Seedorf parce que je crois que c'est un milieu très sous-coté dans la galaxie comme ça des grands milieux des années 2000 qu'on a eu, alors que je trouve que il était assez remarquable. Autant sa carrière en sélection est décevante pour des questions personnelles et de caractère aussi. Comme tous les Néerlandais, il est chiant, Seedorf. Il a un caractère vraiment assez merdique. Il se dispute avec les entraîneurs, tout ce qu'on veut. Mais avec le Milan en Ligue des Champions, en Serie A, il est énormissime. Il a un peu fait le tour. Real Madrid, Inter Milan, Ajax avant, où il gagne la Ligue des Champions aussi, avec le Real aussi. Mais à Milan, c'est vraiment quelque chose. Ouais. Dans ce classement très particulier, où il y a Pirlo derrière, Gattuso, il est une sorte de milieu central, mais aussi assez offensif, avec Kaka devant. Et il est extraordinaire parce qu'il fait tout. Il a un cœur énorme, c'est-à-dire que physiquement, c'est une bête. Et aujourd'hui encore, quand on le voit, il est assez extraordinaire. Il répète les efforts. Il est un peu irrégulier, mais je trouve que c'est un joueur assez remarquable, avec une belle frappe, un sens tactique très fort. Seul joueur, je crois, à avoir gagné justement 3 Ligues des Champions avec 3 clubs différents. C'est le seul de l'histoire. C'est le seul de l'histoire. Voilà, il est assez extraordinaire. Et pour cette raison-là, je l'ai mis. À côté de Gérard, parce que pour moi c'est aussi l'image du capitaine éternel à côté de Maldini, à côté de Totti, de Raoul, sont des joueurs comme ça qu'on voit avec un brassard, avec un seul maillot. Je sais évidemment qu'il a été tenté par certaines équipes, par Chelsea, par le Real à certaines époques, mais il est resté à Liverpool, c'est l'enfant de Liverpool, et puis c'est là aussi un joueur toute tâche, qui peut tout faire sur un terrain, au milieu de terrain, de façon plus défensive, comme en attaque. Je pense d'ailleurs que son meilleur poste, ce n'est même pas au milieu central, c'est ailier gauche, je pense, Gérard. Il a fourni ses meilleurs matchs à ce poste-là, ou ailier droit. Son association avec les attaquants, c'est quelqu'un qui a toujours bien su s'entendre, que ce soit avec Torres ou avec Suarez. Évidemment, il glisse à la fin, et ça fait partie de la légende. C'est merveilleux aussi. À gauche, ça n'étonne personne, puisque j'en parle depuis tout à l'heure. Je mets Zinedine Zidane pour recréer l'association Zidane-Carlos, mythique. Et puis parce que, je ne pouvais pas... C'est lui que j'ai mis en premier, c'était presque une facilité. Voilà, je ne m'attarde pas sur Zidane. J'ai dit tout à l'heure que c'était le meilleur, ou le plus beau, et le meilleur. Pour moi, c'est la même chose. Milieu de terrain offensif que j'ai vu jouer, pour donner du liant, formidable orchestrateur de jeu, maître du temps, maître de la technique, maître du ballon, maître des élégances, des émotions, qui coupe le souffle et qui vous le rend après. C'est très beau ce qu'il fait. Et à droite, son pendant sera Pablo Aimar, l'Argentin. Un peu sous-coté aussi, je trouve, mais excellent joueur des années 2000. À Valence, il est extraordinaire. Maradona disait qu'il allait au stade pour lui. Il a été l'idole de Messi, du jeune Messi. Et c'est à juste titre, parce que je trouve que c'est un joueur qui, justement, mêlait toujours la finesse à la technique, à la passion et à l'efficacité. Très beau, extraordinaire manière de mettre du petit pont. C'était toujours délicieux quand il en faisait. Et quand il était à Valence, c'était vraiment
grand test-tête au milieu d'une équipe de fous furieux. C'est-à-dire c'est une équipe quand même mais qui gagne la Liga, qui est là, qui joue les premiers rôles. Quand on voit ce que Valence devient aujourd'hui, c'est un peu triste. Mais je n'oublie pas Pablo Aimar. Il a été vraiment l'un des grands joueurs de mon enfance et de mon adolescence. Et j'aurais aimé qu'il remporte une Coupe du Monde, pourquoi pas. Mais bon, l'Argentine, ces années-là, était plus compliquée. Mais voilà, un joueur que je voulais un peu rappeler au souvenir. En attaque, 2 joueurs. De second attaquant, après beaucoup d'hésitation, je choisis Dennis Bergkamp. Parce que, tout simplement, il appartient à la même race, même classe que Zizou, finalement. Ce sont des esthètes, mais très efficaces. Rapidement sur Bergkamp, j'ai parlé tout à l'heure de la trivela de Modric pour l'efficacité. Pour le sombrero, un sombrero tout à fait efficace, c'est Bergkamp contre Ayala en 98. C'est-à-dire que cette longue transversale de l'un des frères de Bourg, le contrôle en extension, ensuite le sombrero sur Ayala. Ça, c'est extraordinaire. Et il l'a refait plusieurs fois à Arsenal. On l'appelait un peu Iceman, parce qu'il avait vraiment le sang-froid. Il y avait quelque chose comme ça, lorsqu'il était dans la surface, l'impression que le temps s'arrêtait et que les autres devenaient plus lents parce que lui était plus rapide. La classe, la finesse, le maître du lob, surtout de l'extérieur de la surface, Dennis Bergkamp. Enfin, devant lui, le plus grand attaquant central, je pense, de l'histoire, Ronaldo, Luis Nazario. Je ne parle pas de Cristiano, mais bien de R9, parce que je crois que c'est après les années... C'est vraiment le joueur qui a ouvert, je pense, l'ère moderne du foot, c'est-à-dire celle dans laquelle on est encore aujourd'hui, commence avec Ronaldo. Et je crois que c'est un joueur qui n'aurait aucun mal à jouer aujourd'hui. Contrairement à d'autres joueurs où on peut se dire, bon, peut-être qu'il aurait plus de mal parce que c'est plus rapide, etc. Mais lui, c'est lui qui a initié, je pense, cette rapidité, cette vitesse, cette explosivité, cette puissance. Et ce mélange à la fois d'adresse, de force, de vitesse, de technique. Oui, c'est vraiment lui. Et ça ne m'étonne pas que tous les joueurs à peu près que j'ai cités des années 2000, disons, lorsqu'on parle d'un attaquant, parle de Ronaldo tout de suite. C'est-à-dire qu'avant Messi, Cristiano, etc., il y avait ce surhomme, quoi. Et je pense que sans ces blessures-là, il aurait été assez... Donc voilà mon 11 que j'ai essayé de rendre équilibré aussi. Vous aurez remarqué l'effort pour ne pas en faire une équipe... FIFA ou de joueurs en compilant comme ça les noms, mais voilà, j'ai essayé de trouver un équilibre. Je pense qu'elle est toujours un peu offensive et que le milieu de terrain, Gérard Seedorf, devra beaucoup courir. Voilà. Merci infiniment en tout cas pour ce 11 de légende. En effet, vous avez très bien réussi tu as très bien réussi l'exercice qu'on t'a demandé de faire. Bon, ça nous donne quand même envie, Maxime, d'aller l'essayer sur PES, cette équipe-là quand même. Ça nous rappelle de bons souvenirs de PlayStation. Je pensais à PES en même temps. Effectivement, il n'y a pas grand-chose à jeter. En plus, c'est vrai que moi, c'est aussi ma génération. Alors, et je suis content qu'un joueur comme Aimar, justement, soit cité parce que c'est vrai que cette équipe de Valence, à l'époque, elle était monstrueuse avec Mendieta aussi, Kile Gonzalez, Claudio Lopez. Finaliste de Ligue des Champions. Finaliste de Ligue des Champions. 2 années de suite, je crois. 2 années de suite, monsieur Mathieu. Quelques années plus tard, alors, c'est la fin de cette génération, mais il gagne aussi contre l'UEFA contre l'OM aussi. Oui, c'est vrai. Mais voilà, ils ont aussi lancé David Villa, par exemple. Enfin, c'est un club formateur énorme. Juan Mata, des joueurs comme ça. Oui, c'est David Silva, donc, qui est venu un peu après, mais oui, il vient de là aussi. Effectivement, donc c'est un club légendaire. Et bon, après, voilà, des noms comme Bergkamp par exemple, Roberto Carlos, voilà, c'est la belle époque. En fait, c'est l'époque moi aussi où j'ai commencé à m'intéresser au foot. C'est vrai que c'était des joueurs hors normes en fait. Et quand à l'époque on parlait de joueurs entre potes, c'était les premiers noms qui sortaient. C'était des joueurs mythiques en fait. C'est vrai que Seedorf aussi, on le voyait mettre des... En fait, chaque année, je me refais un peu des buts de Seedorf, de Bergkamp et tout. Et c'est vrai que c'est des styles différents. Des minas sans lucarne, mais aussi des choses beaucoup plus raffinées, beaucoup plus esthétiques. Il y en a pour tous les goûts, et non, c'est une équipe qui a fière allure, mais ça, on s'inquiétait pas trop là-dessus. Ouais. Bon, les gars, un commentaire particulier, quelque chose à ajouter, à retoucher à ce 11 peut-être. Non, validé totalement. Alors, la surprise, c'est évidemment Aimar, qui même à l'époque est pour le coup un joueur que je connais moins et que j'ai moins suivi, mais non, pour tous les autres...
Totalement validé. Hein. Bravo à toi pour Merci cette très belle équipe. Et surtout, oui, ce que j'ai apprécié, c'est l'effort que tu as fait et tu l'as expliqué. C'est que souvent, aujourd'hui, quand on voit des joueurs qui font comme ça leur 11 de légende ou des médias, tu vois un milieu de terrain avec 4 numéros 10. Enfin, en fait, ça ressemble à rien en soi. C'est-à-dire que c'est une équipe que tu ne pourrais pas aligner dans la vraie vie. Là, voilà, il y a cet effort malgré tout d'avoir mis des joueurs à vocation défensive au milieu. Enfin, une équipe qui, sur le papier, tient la route, je pense, aujourd'hui, totalement. Un quiz qui tient la route, Maxime, c'est ce que tu vas essayer de nous proposer maintenant pour Mohamed Mbougarsar. Quelques petites questions de ton cru, Allez. afin de continuer cette exploration de cette passion du football que nous avons le plaisir de partager avec toi. Exactement. Alors, pas d'inquiétude, hein, c'est pas un quiz de culture sur le football, c'est simplement pour un peu mieux cerner tes goûts, même si au détour de cette conversation, on commence un peu à les connaître. Mais simplement, à chaque fois, 2 propositions. À toi de choisir celle qui te plaît le plus, tout simplement. Alors, on va commencer avec du facile, hein, pour te mettre en confiance. Alors, si je te dis Modric ou Kroos, tu choisis qui ? Ça, c'est... Il n'y a pas de joker, hein, je le précise. Oh, d'accord, pas de joker. J'aime les deux, j'ai aimé leur association à certains moments, mais je pense que je choisirai tout de même Modric. Parce que je crois que c'est celui qui, offensivement, apporte un peu plus que Toni Kroos, je pense. Et qu'il y a des choses qu'il peut faire offensivement que Toni Kroos ne peut pas faire. La qualité de passe de Kroos est supérieure. Passe longue, passe courte, mais pour tout le reste, je crois que il se valent et que Modric est même un peu devant, je pense. El Hadji Diouf ou Sadio Mané? Ça, c'est obvious. Aujourd'hui, le débat est presque, ne se fait plus. Au début, ça se faisait quand Mané n'avait pas encore gagné, n'avait pas pris la stature qu'il a prise après. Mais aujourd'hui, je crois que tout le monde choisirait Mané pour ses qualités de footballeur et de personne. Cependant, je choisis El Hadji Diouf parce que c'est lui qui m'a fait rêver, vraiment, au début. Et puis, c'était l'époque où, justement, je croyais que le spectacle suffisait au football. Et que lui, il faisait le spectacle, vraiment. Et il est bon d'avoir de temps en temps des joueurs comme ça. Et je pense qu'il a inspiré tout un ensemble de joueurs après, et qu'il leur a donné du courage. Sadio Mané en fait partie. Et qu'à son époque, ce n'était pas simple, finalement, d'être le leader d'une équipe du Sénégal qui sortait d'années et d'années de traversée du désert sans avoir rien fait sur le plan continental. Il est le meilleur buteur des qualifications, il fait une très bonne CAN, il fait une Coupe du Monde 2002 assez extraordinaire. Même s'il ne marque pas énormément, il est resté dans les mémoires pour ça. Et puis il y a cette teinte blonde absolument affreuse. Voilà, je choisis El Hadji Diouf pour toutes ces raisons, le bad boy. Coupe d'Afrique des Nations ou Ligue des Champions? Ah, la Coupe d'Afrique. Ah oui, la Coupe d'Afrique, je crois que... Là, oui, en tout cas, en ce qui me concerne, et même après l'avoir gagné une fois avec le Sénégal, après que le Sénégal l'a gagné, j'en veux une autre pour le Sénégal, vraiment, parce que c'est ce qui crée les émotions les plus fortes, vraiment, les plus fortes, les plus dingues, c'est vraiment ce que tu gagnes avec ton pays. C'est vraiment un moment, c'est tout bête, hein, où des questions nationales ressurgissent, mais simplement parce qu'elles sont partagées par un peuple, parce qu'il y a des enfants, qu'il y a des femmes, et qu'il y a quelque chose qui se crée autour de l'équipe nationale. Donc, oui, je choisirai la Coupe d'Afrique, et puis parce que, et ça, j'espère que vous en parlerez, que vous en débattrez un jour, l'année dernière, de toutes les compétitions qu'il y a eu, la Coupe d'Afrique des Nations était la meilleure sur le plan purement de technique, d'arbitrage, de foot, de qualité de jeu. L'euro était chiant comme tout. Ça, on est d'accord. Raoul ou Benzema? C'est rude, ça. Vraiment, là, c'est très dur. Mais allez, Raoul. Parce que Benzema, il est à la porte de la légende. Avec les années, parce que ce sont les années aussi qui font la légende. Il y a ce qu'on fait sur le moment, mais on devient légende quand il y a des souvenirs qui se créent. Ceux de Benzema viendront,
ils sont déjà là, mais ils acquéreront une densité avec le temps. Et ceux de Raoul ont déjà ça. Raoul, c'est la légende du Real, c'est aussi le brassard, et c'est celui peut-être qui, au milieu des Galactiques, était le plus sobre, finalement, et qui tentait vraiment de maintenir l'équipe, alors que les égos étaient là, très présents, très forts, parce qu'il vient de ce club-là. Donc je choisirais Raoul. Alors celle-là, elle est pour Nassim, on parle de foot africain. Maroc ou Algérie? Ah ben... ouais, c'est difficile aussi. Ah, je sais. Et il faut répondre. Alors, je vais prendre les équipes au moment où elles m'ont semblé le plus fortes. Les deux. Et les deux, quand elles étaient les plus fortes, je pense que l'Algérie dégageait un sentiment de puissance beaucoup plus fort que le Maroc. D'accord. Aujourd'hui. Donc je choisirais l'Algérie. Parce que c'est l'équipe qui m'a fait le plus peur au moment où elle était la plus forte et qui m'a fait croire qu'il pouvait faire quelque chose sur le plan international. Même si paradoxalement, le Maroc est allé beaucoup plus loin que l'Algérie. Le Maroc a peut-être la génération pour les prochaines années. C'est vrai, je pense. Bon, ça, l'émission se finira bien. Prix Nobel de littérature ou Ballon d'Or? Tu sais, je crois que le prix Nobel de littérature, Ballon d'Or. Parce que je crois que le prix Nobel de littérature, oui, d'accord. Oui, ça représente ce que ça représente, mais le vote est moins démocratique. Alors que pour le Ballon d'Or, même si c'est très critiqué, le système de vote est très critiqué, mais il est plus élargi, plus ouvert. Alors que le prix Nobel, c'est un jury de quelques personnes qui choisissent, évidemment, une dizaine de personnes. Comme dirait un auteur, ce sont des vieux messieurs et vieilles dames à Stockholm qui se réunissent et qui choisissent, sans que vous n'ayez votre mot à dire. Mais globalement, étant donné que je tiens beaucoup au caractère populaire des choses, le foot est beaucoup plus populaire que la littérature, bien sûr. Et je pense qu'en tant que Ballon d'Or, on peut toucher plus de gens, inspirer plus de monde qu'en étant prix Nobel de littérature. Même si c'est difficile là, mais parce que ce sont mes deux grandes passions qui se rencontrent là. Mais entre les deux, oui, je choisirais tout de même le Ballon d'Or. Le Ballon d'Or du peuple, tu pourrais citer Benzema. Ça, c'est vraiment, j'y pensais là, je crois que c'est vraiment le Ballon d'Or du peuple, alors que le prix Nobel de littérature est peut-être pour un peuple, mais tout le peuple n'y a pas accès. Alors que pour le ballon, le foot, etc., je pense que tout le monde peut s'y rattacher. Voilà. Là, je vais me faire, j'ai des amis qui, s'ils écoutent ça, vont me taillader, mais je le pense vraiment. Allez, une dernière pour finir. La phrase parfaite ou le geste technique unique? Si tant est que la phrase parfaite existe. Mais... la phrase parfaite... Elle existe parfois. Elle revient. Il y a plusieurs phrases parfaites, bien sûr. Mais il y a une phrase que j'aime beaucoup, qui a été écrite par l'écrivain argentin Borges. J'aime beaucoup Borges. Borges détestait le football. Il trouvait que c'était un sport d'imbéciles. Et que les supporters de football, les fans de football étaient vraiment il a eu des mots à la fois très méchants et très drôles sur le foot. Mais Borges, à la fin de sa nouvelle très connue qui s'appelle La bibliothèque de Babel, a une phrase très simple qui est très mystérieuse comme tout ce qu'il écrit, où il dit ma solitude se console à cet élégant espoir. C'est une phrase qui est toute simple, mais qui, à la fin de la nouvelle, produit un effet assez extraordinaire. Ma solitude se console à cet élégant espoir. En plus, dans sa rythmique, dans sa forme, elle est parfaite. Elle est assez courte, elle est concise. On a l'impression de comprendre ce qu'elle dit et en même temps, on sait que ça dit tout à fait beaucoup d'autres choses. Et Borges était un maître de cela. Sinon, le geste parfait...
le geste de foot parfait. J'ai parlé des trivellas ou du sombrero. Tout de même, je crois que le geste le plus beau que j'ai vu est paradoxalement un geste qui est très imparfait. Et c'est un contrôle de Zidane qu'il fait à l'Euro 2000 contre le Portugal. Il y a une grande transversale qui vient de je ne sais qui, d'Emmanuel Petit, je pense. Zidane contrôle le ballon de la poitrine. Il a l'impression d'être un ange comme ça. Il a les bras tout à fait écartés. Et pendant tout le geste, on a l'impression qu'il va tomber parce qu'il est vraiment à la limite de l'équilibre le plus total et du déséquilibre parce que c'est difficile, qu'il est en l'air, qu'il a les deux pieds décollés, qu'il contrôle, qu'il tourne quand il retombe. Et pourtant, il tient sur ses jambes. Et pendant toute l'action comme ça, c'est assez extraordinaire. Il a l'impression vraiment qu'il va perdre le ballon, non seulement, mais qu'il va tomber, qu'il va se faire mal. Et rien de tout cela n'arrive. Non seulement il réussit le contrôle, il tourne en retombant et il adresse un centre qui amène une occasion. Et c'est l'un de mes gestes préférés chez lui parce qu'on a tout ce que j'aime chez lui. L'élégance, le côté très aérien, la maîtrise, l'équilibre. Et puis finalement l'efficacité, parce qu'après il délivre une passe qui a failli amener un but. D'accord. Merci Mohamed pour ces choix parfois c'est difficile. Je trouve que c'est très méchant ça. Maxime est un C'est vrai. Un questionnaire difficile. C'est vrai que c'est coriace à chaque fois. Tes quiz, hein, on en ressort rarement indemne. Hein. Le foot laisse rarement indemne, cela dit, donc c'est bien d'avoir ce genre de dilemme à se poser. Ouais, donc je crains de voir comment je me porte à ce classement des pronostics, parce qu'en fait, chaque semaine, on fait des pronostics et Maxime distribue les points. C'est un peu le baromètre de notre morale chaque semaine, de découvrir à quel point on s'est enfoncé ou peut-être qu'on a pu briller aussi. Ouais. Il y a eu pire, Alexandre, te concernant, largement. Bon, ça me rassure. Parce que ça fait longtemps, là, quand même. Hein. Vous bossez ensemble, donc. Il y a un peu de magouille dans l'histoire. N'est-ce pas, Nassim? Tu peux me rejoindre, quand même. Bon, Mohamed, tu vas te joindre à nous pour ces pronostics. En tout cas, on aura ton avis. Et ça... Alors, on en profite pour saluer Clément, absent ce soir, mais qui est toujours en tête du classement des pronostics. Alors, 0 point marqué par Clément la dernière fois, mais ça n'empêche pas de trôner. Avec 48 points, Alexandre, deuxième, nouveau dauphin, avec 46 points au total, 8 points marqués, Alexandre, la dernière fois. C'est bien. Troisième, Nassim, 41 points, 2 points marqués par Nassim la dernière fois. Et quatrième, Mickaël et moi-même, à égalité avec 35 points. 0 points marqués par toi, Mickaël, la dernière fois. 3 points pour ma part. Aïe, aïe, aïe. Ah, c'est serré quand même. Ouais, c'est dans un mouchoir de poche. On pronostique très bien. Ou très mal. Ou pas. Mais en tout cas, on est proche. Voilà. Allez, on commence, messieurs, avec de la Ligue 2. C'est pour toi, Alexandre. C'est l'AC Ajaccio, 17e, qui va recevoir le Stade Malherbe de Caen, 16e. Les deux clubs sont à 15 points. C'est la crise du côté de Caen qui a viré sa légende. Ouais, Sub. C'est catastrophique. C'est catastrophique. Mais est-ce que c'est le match de la réaction, Alexandre? Ajaccio-Caen. Ajaccio, ils viennent d'en prendre 4 contre Bastia. J'aimerais un sursaut. Allez, victoire de Caen, 1-0, mais... 0-1 donc. Nassim. Moi, je vois un triste 0-0. Mika. 1 partout. Mohamed. Je vois un 0-0 aussi. Merci du soutien, les gars. Pour moi, ce sera 1-0 Ajaccio. Oh là là, t'en carcan, là. Ajaccio qui pourrait disparaître qui pourrait déposer le bilan en fin de saison s'il ne trouve pas de repreneur. Ouais. On part en Ligue 1, messieurs, samedi à 19h, un derby breton, Rennes 14e, décevant 14e avec 17 points, mais renforcé par les arrivées de Samba et Fofana notamment, qui recevra Brest 11e avec 22 points, Brest qui souffle le chaud et le froid cette saison. Derby breton, ouais. Mika, Rennes-Brest. 2-1 Rennes. Il Alexandre. y a un but partout. Mohamed. 1-0 Brest. 0-1 donc, 0-1, ok. ouais. J'étais en train de décrire la victoire de Rennes. Nassim. Victoire de Rennes 1-0 justement. Pour moi, c'est un match nul, 2 buts partout entre Rennes et Brest. Et on part en Italie enfin avec un beau choc qui se profile à l'horizon. Ce sera aussi samedi à 20h45. Ça passe d'ailleurs en clair sur la chaîne L'Équipe. L'Atalanta Bergame 3e avec 42 points qui va recevoir Naples 1er avec 47 points. Gros match en perspective entre deux équipes prétendantes au titre cette saison.
Mohamed, à toi l'honneur pour ce dernier match. J'aime beaucoup ce que l'Atalanta fait cette année et je crois que je leur donne la victoire 2-1. Avec le ballon d'or africain dans leur rang. Yes, le grand Lookman. Lookman, ouais. Nigérian, c'est ça? C'est ça. Nassim. Je vais voir l'Atalanta aussi, 3-2, un match prolifique. Et l'ailier de Naples, Kvaratskhelia, qui part normalement du côté du PSG, Alexandre. Ouais, je sais pas trop comment ils vont réagir à ce transfert, mais bon, moi je souhaite une victoire de Naples. Alors je vais dire 2-1 pour Naples. 1-2, ouais. À compter, c'est possible. Hein. Il les a bien redressés. Mika? 2 partout. Allez, moi aussi, ça serait une victoire de l'Atalanta. 2-0 face à Naples. Voilà, messieurs. Bon, Maxime te transmettra le résultat de tes pronostics. J'attends ça avec Du coup, si je suis pas bon, je serai pas dernier quoi qu'il arrive. Voilà, il sera derrière moi quoi qu'il arrive. Mohamed est officiellement Mohamed. Merci dernier. beaucoup, Mohamed. Je suis très très content. C'est toujours ravi de vous aider. La nouvelle lanterne rouge. Bon, on va conclure cette émission avec la lecture d'un texte, Mohamed, que tu as bien voulu composer pour cette émission. Oui. Et je crois que tu veux rendre un hommage à un de ces guerriers de l'équipe sénégalaise de 2002, en la personne de Pape Bouba Diop. Exactement. Merci Alexandre. Et merci de me donner l'occasion de reparler de Pape Bouba Diop. Il y a quelques semaines, je lisais une nouvelle de l'écrivain chilien Roberto Bolaño tirée du recueil Des putains meurtrières. La nouvelle s'intitule Bouba et raconte l'histoire d'un footballeur africain qui réussit à devenir une machine à but au Barça ou dans un club qui ressemble au Barça grâce à des rituels de sorciers, des rituels magiques, lesquels lui permettent de marquer à coup sûr et de faire marquer. L'histoire, comme toujours chez Bolaño, est un mélange de drôlerie et de profonde mélancolie. Tout au long de la lecture, évidemment, j'ai pensé à un joueur sénégalais, Pape Bouba Diop, même s'il n'a jamais joué pour le Barça. Pape Bouba Diop est décédé à 42 ans en 2020. Il était malade. Tous les Sénégalais, tous les fans de foot se rappelleront sa stature de colosse homérique, ses coups de casque, ses buts au Mondial 2002-3, ses danses, sa chaîne en argent qui sautille sur sa poitrine, tandis qu'il célèbre avec son ami Henri Camara son but contre l'Uruguay ou contre la France ou contre le Danemark. On retiendra du joueur surtout sa présence physique, son tempérament, ses projections malgré une technique quelconque, son sens du devoir et du sacrifice, qualité qu'il partageait pour la plupart avec ses deux compères du milieu de terrain, Salif Diao et Aliou Cissé. Et de l'homme. Que retiendra-t-on de l'homme? Ça, je l'ignore. On ne connaissait pas vraiment l'homme. Moi, du moins, je ne le connaissais pas. Sans doute retiendrai-je qu'il fut discret, bien que sa légende et ses exploits de 2002 lui eussent permis de se faire entendre davantage. Pour le reste, il faudra aller à Rufisque, sa ville natale, interroger ceux qui l'ont connu. Voilà une autre de nos figures qui s'en est allée en laissant le souvenir d'émotions pures. J'aurais aimé entendre, écrire l'histoire de Pape Bouba Diop. On peut considérer qu'elle résonne dans les souvenirs qu'il a laissés. Et Dieu sait qu'il en a formé de grands dans mon esprit en 2002 et dans ceux de bon nombre de mes compatriotes. Cette année-là, en 2002, le livre des putains meurtrières fut publié, la même année donc, en 2002. Et dans la nouvelle que je lisais, une phrase anodine de Roberto Bolaño m'a fait sourire. La phrase est celle-ci: Bouba, au milieu de la confusion, mit la jambe et marqua. J'ai souri et je souris encore, car au cœur de ma tristesse, lorsque je repense à Pape Bouba Diop, je me dis, en songeant à son but contre la France, Pape Bouba Diop, au milieu de la confusion, des jambes d'Emmanuel Petit, de Marcel Desailly, de Fabien Barthez et de Lisa Razou, mit la jambe et marqua. Merci beaucoup pour ce texte. Merci beaucoup, Mohamed. Merci à vous. Merci à vous vraiment de m'avoir permis de reparler un peu de Pape Bouba Diop, qui est vraiment aussi peut-être en 2002 pour l'équipe du Sénégal lors du mondial, ça a été le joueur le plus déterminant par ses buts mais aussi par sa solidité. Le plus grand éloge, j'aurais pu tout à fait lire un petit texte qui a été dit par un grand milieu de terrain que j'aurais pu mettre dans mon 11 de légende. Paul Scholes a dit que c'était l'un des milieux de terrain les plus durs qu'il ait eu à jouer, en parlant de Pape Bouba Diop, qu'on appelait en Angleterre l'armoire.
Merci beaucoup. Merci pour cette lecture. Merci pour ce texte. Merci pour ta présence aussi, Mohamed. C'était un vrai plaisir que de te recevoir dans notre studio pour cette émission spéciale. C'est le moment de se quitter, les amis. Merci à vous pour cette émission. Et puis, à la semaine prochaine. Merci beaucoup, vraiment, de m'avoir accueilli. C'était un super moment avec vous. Donc, et salut à tous les auditeurs et auditrices. Merci, partagez. Plaisir en tout cas, partagé, salut à tous. Salut. Bonne Merci soirée tout le Mohamed, monde. bonne soirée à tous.